auteurs à venir à l'avant. Vous n'êtes pas obligé de vous placer dans l'ordre. Non, mais mon clock va peut-être faire que c'est beau. Oui. Hey, tout seul. Tout seul, ça se fait tout seul. Ouais, selon l'ordre des lignes. là. Bonsoir tout le monde. Mon Dieu, on est comme le quadruple du turn-out de l'an passé. C'est merveilleux. À peu près. Bonsoir tout le monde. Je me présente, je m'appelle Maxime Beaulieu. Je suis bibliothécaire à la Ville de Montréal. Je suis un des deux co-organisateurs du mois de la BD et membre aussi de Promo 9e art. Et ce soir, nous recevons dans la deuxième partie les auteurs, les finalistes de BDListe Québec, dont le gagnant ou la gagnante sera dévoilé ce samedi. Mais ce qui est important, c'est les auteurs, c'est tous les finalistes qui sont ici avec nous pour en discuter. Très important, on est très, très reconnaissant à la Bibliothèque Marc Favreau de nous accueillir ce soir. Cependant, on devrait être parti à 8 h. Donc, à 7h40 environ, on va finir une période de questions. Et ensuite, à 8 h, il faut qu'on soit tous dehors. Donc, on vous invite à aller à... On va aller au petit medley, si vous voulez. Puis, continuer. Il y a de la ventilation aussi, fait que c'est niaiseux. Donc, si vous êtes capable de faire l'effort, allez-y. On projette notre voix de théâtre. Alors, très rapidement, je vais vous présenter les auteurs qui sont sûrement déjà très connus d'entre vous tous, mais tout de même, on va aller dans l'ordre et le désordre. Alors, à ma gauche, complètement, Xavier Cadieux, qui est auteur de Les 500 premiers Cadieux. Xavier qui est habitué à faire plus des strips de comics et publie ici son premier livre chez La Mauvaise Tête. Ensuite, Cab, de son vrai nom, et oui, j'ai le vrai nom, Caroline Brault, elle a un vrai nom. Spoilers. Auteur, graphiste, illustratrice, BDiste, qui nous sort ici un tome 2 de Hiver nucléaire. Ensuite, Ariane Denomé, à ma gauche encore, qui a eu connu un peu de succès avec Duchesse Soie, une BD précédente, qui nous sort ensuite une BD historique des romans personnels. Main-d'œuvre, pardon. Ensuite, à ma droite, Louis Rémillard, qui est pas moi. Ah, je ne sais pas Rémillard. Ben oui, c'est moi. Je peux l'imiter. Ah, d'accord. Michel, c'est ça? Non, Marc. Marc. Ouais, justement, je t'ai vu à TICAF, mais moi, tu m'as pas vu. Oui, j'ai envie de TICAF. Je pensais mettre mon chandail, mais j'ai pas mis. Marc qui représente ce soir Louis qui ne pouvait pas être parmi nous. Ouais, parce que lui, il reste à Québec, fait que il m'a dit que prendre le tour ici pour revenir, Oui, c'était c'est pas compréhensible. mal. Donc, on va essayer de poser des questions difficiles que tu vas tenter de répondre du mieux que tu peux. Alors, moi, j'ai pas de problème. Excellent. Et finalement, Michel Hellman, BDiste, auteur, artiste, qui nous a pas donné Michel Hellman 2, mais plutôt une bonne bande dessinée numérique qui va nous parler aujourd'hui. Alors, je vais commencer peut-être par vous poser une question plus générale pour se lancer un peu dans le hockey Canada. Puis, n'hésitez pas à vous intervenir, à vous reprendre, pas vous reprendre, mais vous relancer l'autre. Le but, c'est pas de quand chacun répondre un à la fois, là, mais qu'on discute vraiment. Qu'est-ce que vous pensez de l'année 2016 en termes de bande dessinée? En termes de vos lectures, de vos coups de cœur, est-ce que vous avez tellement été dans vos cocons créatifs que vous n'avez pas vu passer, ou est-ce qu'il y a des choses pour vous qui se démarquent, que ce soit BD québécoise ou canadienne ou étrangère, ou je vous en pose une difficile comme ça. Ça, c'est la question. J'en lis tellement que je me rappelle jamais. Tu sais, j'étais à la bibliothèque, j'en ai 4-5 à lire. J'en passe peut-être 10 par semaine. Fait que là, des fois, mais moi, j'ai tout lu ceux-là. J'ai tout apprécié. Je pense que ça doit être dur pour les juges parce que chacun, dans leur style, ils sont super intéressants. Fait que comment tu peux départir? Mais tu sais, pour ça je dis quand tu es à la nomination, c'est le fun parce que déjà, c'est une distinction. Puis le gagnant, ben, ça va être d'autres choses, mais c'est toutes des bonnes BD. Reconnaître. Puis, c'est pas obligé non plus seulement un titre autant que comme un courant que vous avez remarqué ou une tendance parmi les auteurs ou c'est correct si c'est qui vient à la tête. On peut y revenir plus tard aussi. Moi, en 2016, j'étais en grosse prod. Fait que je me rappelle pas grand-chose qui était pas mon écran puis mon oreiller. Fait que... ouais. J'ai vraiment pas lu grand-chose. Donc l'année 2016, c'est une année cave. Oui, c'était une année de faisons des choses. Faisons des choses, quand même. Ben, c'est excellent. Sinon, on peut la sauter s'il y a quelqu'un qui vous vient à l'esprit nécessairement. 3 des tomes
c'est quelque chose qu'on a remarqué quand on discutait le jury. Trois des tombes ont un aspect de la nordicité, ou de l'hiver, ou du nord, ou de Première Nation, choses comme ça. Excusez à vous deux, vous pouvez participer quand même à l'idée. Est-ce que Ben, ils ont presque tout ça d'une certaine façon. bon, Nunavik, très clairement. Les Mécadieux, ça s'en va dans un village. Oui, c'est vrai, dans un L'énergie nucléaire, ben, c'est le Nord qui vient à Oui, Montréal. exactement. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui, pour vous, parce que nous, c'est quelque chose qui nous a frappé, là, que dans les finalistes, il y en avait 3 comme ça, que c'était une tendance ou un... Peut-être qu'on prend notre territoire petit à petit. Peut-être. Par rapport à la BD européenne, dans un certain sens, que maintenant, c'est des choses qui résonnent plus dans nous autres. OK. J'ai remarqué qu'il y avait une tendance similaire dans la littérature aussi. Et vraiment cette année, en particulier, tout ce qui a rapport avec le Nunavik. OK. Vraiment d'en parler plus, de le présenter, mettre de l'avant, de le présenter, tout ça. OK. Oui, il y a quand même d'enjeux sociaux Ouais, liés, toi, au, aussi, là, liés au Nord qui ont Oui. été comme d'actualité dans les dernières années. Fait que je sais pas, c'est peut-être quelque chose qui nous amène à nous réintéresser ou réintéresser, comme si les gens du Sud avaient aucun rapport avec ce qui se passait dans le Nord. Mais il y a peut-être des occasions où on se sent peut-être plus en relation. Puis je pense avec soit le plan Nord où la question des Premières Nations a été vraiment à l'avant-plan. Donc peut-être que ça donne envie de faire de la fiction là-dessus. Toi, c'est intéressant parce que justement, dans ton livre, ça se passe dans l'ailleurs, justement, mais c'est des gens du Sud qui y vont, qui y travaillent, mais qui interagissent à peine avec les gens qui y sont. Quand ils sont, c'est deviné ou c'est à peine... Ben, je pense qu'il y a une dynamique semblable dans Nunavik. Oui. Probablement, les échanges sont souvent très léger. limités. Ben, je veux dire, c'est parce que faire un véritable échange, ça demande une implication, ça demande du temps. On n'arrive pas dans un territoire comme ça. tu sais. Plus brut, totalement. Toi, c'était vraiment le côté la neige. Ouais, littéralement la neige, mais moi, dans mon cas, oui, ça parle du territoire, mais ça parle aussi d'un aspect qu'on est en train de perdre, c'est-à-dire notre hiver québécois. C'est un peu une réponse à ça. La prémisse hiver nucléaire, c'est une espèce de réaction aux hivers que nous, je suis pas bien, là, on se rappelle l'hiver un petit peu plus, peut-être pas rigoureux, mais hiver. Tandis que là, plus ça va, moins on a des hivers typiques. Puis c'est aussi comme de s'approprier cette saison-là dans la ville qui m'a fait écrire ça. OK. Donc, un 500 Cadieux 2 l'hiver, est-ce que ça pourrait être une possibilité? C'est vrai. Parce que là, ça ne se rend pas jusqu'au fond du trou, peut-être. Je veux que vous preniez 2 secondes pour regarder l'auteur à votre droite. Et je vais penser, pas là, puisqu'on va y revenir plus tard, ou pendant le courant de la rencontre, si vous avez une question que vous voulez lui poser, ça peut être une question précise, nerd d'auteur, là, quel genre de technique que tu utilises ou quel genre de... comment tu as fait tel détail ou telle chose, pensez-y, puisque je vais vous encourager aussi à vous lancer comme ça par rapport au travail de l'autre, puis à ce que fait l'autre fait. Donc, si vous avez une question précise pour quelqu'un d'autre, vous pouvez le faire aussi, là, mais vous guidez un peu. Regardez votre voisine gauche. Xavier, je vais peut-être me pencher vers toi, puis s'il y en a d'autres qui veulent se lancer par rapport un peu à la question aussi. Tu sais faire du script plus, mais là, tu te fais vraiment faire un livre. Comment tu as trouvé la transition d'une façon de travailler? Est-ce que pour toi, c'était la même façon de travailler? Est-ce que tu as glissé de façon naturelle? Ça fait que tu te fasses violence un peu? 9 pages difficiles. Ah, Où j'essayais de faire du format portrait avec 6 cases dessus. Je suis vraiment mis dans le tête, ça ne marchait pas pour tout. OK. J'ai fait 2-3 îles, revenir à 4 cases, quelque chose de plus narratif. OK. Puis ça marchait mieux, donc je me suis dit, OK, ben, vois-toi pas avec le format, OK. ça sert à rien. J'ai fait des strips en me disant, de toute façon, je finis tout le temps sur une joke. Tu as fait un peu le format. J'ai utilisé 4 cases que fonctionnent bien. Puis, OK. Pour garder la formule physique un peu, si on veut, puis créer quelque chose qui se suit plus de façon serrée par rapport. C'est un recueil de strips qui fait semblant d'être une longue histoire. C'est du Tintin, finalement. C'est mieux. Oh! Vous, les autres auteurs, le format, quand dans votre carrière, quand vous avez changé d'un format à l'autre ou d'une façon de travailler du web vers le papier ou d'un style de document par rapport à un autre, est-ce que ça va vous souvenir d'avoir eu à faire un peu ce genre l'exercice mental de comment adapter ou transformer votre travail?
Moi, j'ai fait un format jusqu'à date. Ah, Fait ouais. que c'est assez Ben, simple. t'as trouvé celui qui marche. Ben oui. Est-ce que tu es curieuse d'essayer autre chose éventuellement? Est-ce que ça te travaille un petit peu d'en voir les Ouais, skills? ouais, éventuellement, quand je vais devenir plus à l'aise en découpage, puis dans des techniques un petit peu plus pas poussées, mais quand je vais plus maîtriser l'aspect du cadrage, puis tout, j'aimerais ça sortir de la grille que je me suis donnée, mais je suis pas particulièrement pressée à essayer ça, là. C'est pas mal ça. J'aime. Dans ma pratique, j'ai vraiment deux techniques. La bande dessinée plus traditionnelle comme celle-là, mais je fais aussi de la bande dessinée plus expérimentale, en découpage, en collage. Ça fait partie de ma personnalité, mais il faut que je rentre dans deux états d'esprit pour travailler dans ces deux genres-là. Mais j'aime beaucoup changer de format, justement. J'ai pas envie de rester toujours dans la même chose. J'ai l'impression que c'est sain de travailler comme ça. Donc, c'est une façon pour toi d'explorer d'autres aspects de ton art ou de ce que tu veux faire comme Oui, et comme puis ça créateur. fait avancer, disons que si je fais une bande dessinée comme ça, je suis en train de faire tout le scénario et tout, et puis là je me dis non, j'en ai assez, j'ai envie de faire quelque chose de très différent. Avec un découpage par exemple, même de gros format. Et après ça me permet de revenir à ces bandes dessinées et de mieux travailler. Ok, tu reprends ce que tu as un peu appris dans ces autres techniques-là, tu l'appliques dans... Je ne sais pas si c'est vraiment une question d'apprendre, mais c'est Ressourcé. ressourcer. Puis, Louis, qu'est-ce qu'il fait, lui? Parce que lui, il a travaillé beaucoup, je veux dire, il a fait vraiment plein de... OK. Ben, pour celle-là, là, il a travaillé beaucoup en cahier de croquis. Après ça, il a assemblé tout dans l'ordinateur. OK. Fait qu'il n'existe pas de page. Tu sais, parce que j'ai demandé, as-tu des cases, tu peux les vendre, tout ça. Puis il y en a qui peuvent, mais il y a des éléments. Fait que lui, il est rendu vraiment digital, il a embrassé ça, il a travaillé. Fait qu'il va dessiner dans son croquis, il va partir en canot, parce que lui, c'est un expert de. Tu sais, il me raconte des choses qu'il fait, des 182 en tournant dans des rapides. Là, je trouve. Tout en dessinant ou... Ah ouais, en dessinant. en C'est même ça. temps. Mais non, je pense pas. Puis c'est ça, fait qu'il part en voyage de canot, puis il prend des croquis. Fait qu'il me dit tous les paysages de son livre, c'est tous des paysages qu'il a croqués en étant en canot. Fait que ça, c'est une différence. Puis c'est ça, ben, mais la plupart, je pense que la plupart de ses livres, ben, il fait des petits croquis, des gros bords, tu sais, puis il s'adapte ça pour suivre puis travailler. Mais dorénavant, il y a deux vieux ordinateurs, je pense qu'il y a 3 Mac, parce qu'ils sont vieux, mais il travaille là-dessus, puis il est rendu pas pire, tu sais. Ils sont tous patentés ensemble pour comme, Ouais, faire un genre ouais, de ouais, super c'est ordinateur. ça. C'est ça, comme un arbre de savant fou. là. Est-ce qu'on va expliquer, faire des backups et tout ça? Est-ce qu'il le fait au moins pour préserver ce qu'il fait? Je pense que On peut pas perdre ça. je pense qu'une fois dans ta vie, quand tu perds tout, ça arrive. Ariane, toi, est-ce que tu... En termes de... Non, je sais pas, j'ai juste connu le fanzine puis la forme traditionnelle, puis j'ai jamais fait de strip. Ça, Ouais. ça te suffit, ça te parle comme créatrice? Ouais. Ouais. C'est très personnel de toute façon, tout ça. Mais justement, Ariane, j'ai une question pour toi. Par rapport à la recherche, quand on lisait, moi en tout cas personnellement, quand je lisais main-d'œuvre, ça me criait tellement années 70, là, les vêtements, les voitures, tout, là, c'était très, ça criait de vérité. Est-ce que tu as fait beaucoup de recherches? Est-ce que ça t'est... Ben, j'ai travaillé à partir de photos d'archives, puis comme je suis chanceuse dans une certaine mesure, l'ONF a abondamment documenté cette période, donc des gars qui boivent des bières dans des tavernes. Si je veux dire, il y en a, mais ça donnait une bonne indication comme, oui, des vêtements, mais juste comme, les gens étaient juste infiniment plus minces, il y a comme une posture, il y a une physicalité qui n'est pas exactement la même, puis sinon, il y a eu aussi d'autres plans de recherche qui étaient plus des entrevues. Mais puis sur le plan visuel, oui, j'ai surtout travaillé à partir de documents filmés. Je me suis pas rendue sur place. Je pense qu'il n'y a plus d'avions qui se rendent régulièrement. Donc, la ville est complètement fermée. Donc, c'était vraiment juste de la documentation filmée. Puis pas nécessairement propre à cette ville-là, mais je pense qu'il y a quand même une parenté entre une ville du nord de l'Ontario, de la Nouvelle-Écosse, du nord du Québec et de la Saskatchewan ou de l'Abitibi. Donc, je pense que ça pouvait quand même bouger. Puis même pour le langage ou pour la façon que les gens s'expriment aussi, tu t'es inspiré un peu justement de tes films, de ces films-là, de ces choses-là, pour avoir un... Oui, Tu mais parler de gars de mine, là. j'avoue, j'ai essayé de faire valider mes dialogues par des sources qui me semblaient crédibles.
Puis, je souhaite le vocabulaire, tout ça, mais oui, je suis allée puiser là-dedans, mais c'est pas non plus un travail comme. Je pense qu'un vrai linguiste pourrait voir là où ça accroche, là, mais oui, je suis allée un peu quand même chercher là-dedans. Puis les autres, pour la côté recherche, est-ce que quelque chose que vous faites beaucoup, carnet de voyage? C'est un carnet de voyage, mais j'ai fait quand même beaucoup de recherches. Dans la bande dessinée, on a l'impression que je parle d'un seul voyage, mais en fait, j'en ai fait deux. Et entre les deux voyages, je suis rentré en contact avec des gens qui travaillaient dans le Grand Nord pour justement valider ce que j'allais dire. Je voulais donner le point de vue d'un touriste, mais je ne voulais pas non plus faire l'erreur de passer au-dessus de choses importantes. Je voulais que ce soit quand même le plus réaliste possible. Donc la recherche, c'est quand même très important. Est-ce que c'est ça qui a alimenté toute la partie sur les géants, là, le peuple, j'oublie le nom. Là, Oui, ben ça, c'est des choses basées aussi sur des recherches archéologiques. Là, quand je l'ai sorti, il y a l'Institut culturel Avatak qui s'occupe de tout ce qui a rapport avec le Grand Nord. Ils m'ont dit, ah non, non, parler des Vikings, c'est pas vrai. C'est juste Farley Moore, non, en tout cas, un auteur. oui, un rêveur romantique là, qui a sorti cette théorie. Puis les Inuits en ont parlé aussi, mais en fait, ils disent qu'on n'a rien trouvé qui prouvait que les Vikings étaient vraiment passés par là. Voilà. Ils ne peuvent pas le nier complètement non plus. Puis bon, c'est déjà c'est la recherche. En plus de la recherche qu'il fait papier Bon, par lui-même, j'imagine. Lui, il a lu les lettres des Jésuites de l'époque. Moi, je me taperais jamais ça, mais lui, il y avait un souci de véracité historique là-dedans. Ben, si les gens le lisent, il y a aussi toutes les mâles, les Iroquois. Moi, il y a des choses que j'avais jamais vues. Parce qu'il faut dire que c'est une BD, absolument, c'est des Européens qui font des BD, c'est les Amérindiens d'ici, puis ils font tout le temps. Il n'y a pas personne ici d'auteur européen. Là. Je trouve que c'est pas senti, tu sens pas le vécu, tu sens pas, ils sont jamais venus ici, ils connaissent pas, ils sont jamais allés faire du camping, ils connaissent pas les no-forêts, tout ça, puis ils font une BD là-dessus. Fait que c'est tout le temps une vision romantique qui a pas. Au Festival de Québec, il y avait un auteur qui a fait une histoire d'Iroquois qui se passait sensiblement la même affaire, puis là, lui, il nous disait c'est une erreur, c'est une erreur. Ici, dans cette température-là, il n'y a pas de brouillard, c'est impossible à cet endroit-là. Lui, il savait tout ça. Mais c'est ça, c'est un passionné d'histoire, il lu il connaît tous les historiens, il y a beaucoup d'historiens qui font des récits sur les Premières Nations, les Amérindiens, juste pour mettre en valeur la richesse de la culture. Parce que des fois, quand je dis ça, moi, je trouve peut-être que je suis plus proche de cette culture-là qu'une culture européenne. Tu sais. Je vais faire l'aparté, je reviendrai ensuite parce que justement au TCAF en fin de semaine, dans le cadre des différentes conférences que j'ai vues, il y a un membre de Première Nation qui a posé des questions à certains des auteurs en disant avez-vous parlé, dans le cadre de vos livres, vous parlez de certaines choses comme Wendigo par exemple. Avez-vous parlé à des membres des Premières Nations pour valider est-ce que c'est insultant, est-ce que c'est correct, est-ce que ce côté-là, est-ce que Louis, sais-tu s'il a parlé? Je ne veux pas dire que c'est une bonne ou mauvaise façon, mais c'est une sensibilité que je pense qu'on commence à développer un peu plus. Tu as vu, Louis, il y a des amis amérindiens, parce qu'il y en a qui font du canot avec lui. Fait que, lui, ils vont y dire. Ah bon. C'est chum de canot, mais mais aussi, je pense qu'il y a un historien, Denis Delage, qui a lu le livre, tout ça, puis en a parlé. Puis je pense que. Je pense que c'est important de parler aussi qu'on vit ici. Le territoire nous habite, nous autres aussi ici. Fait que des fois. Puis moi, Alexandre Enfant me disait qu'il y a des fois, il y a beaucoup d'Amérindiens qui ont perdu leurs racines. Fait que puis des fois, il y a des Québécois ou des gens qui sont ici, qui vivent dans le bois, qui trouvent. Fait que je pense que le contact, c'est l'appel de la nature. Puis ça, c'est une controverse. Là. C'est comme dire, est-ce qu'un bon écrivain est réduit, si c'est un homme, à juste parler, faire des personnages d'hommes? Non. Je pense qu'un bon écrivain, un bon artiste, c'est sa vision, sa sensibilité qui transmet à travers l'écriture de divers personnages. Fait que ça, je trouve. Mais je trouve que c'est un... Ça, j'en ai entendu parler aussi. Même si ça s'est passé. Oui, c'est arrivé vendredi à la journée des bibliothécaires. Il y a plusieurs panneaux, le monsieur est intervenu pour dire est-ce que c'est de l'appropriation culturelle, ce que vous faites, ou est-ce que c'est... Puis, dans un sens, est-ce que c'est légitime? Enfin, on s'éloigne un peu. Là, il faudrait que pour ça, des Européens qui ne sont jamais venus ici. C'est un Européen, c'est un Britannique qui a posé la question. Mais en même temps, il y a des artistes qui ont un regard. Il ne faut pas oublier ça. Mais il y en a qui font des choses qui sont moins bonnes, puis là, c'est plus apparent. Oui. Est-ce que tout le monde, est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse, qui vous interpelle? C'est sûr, si vous avez travaillé avec des thèmes un peu comme ça. C'était une grosse inquiétude de sortir un livre comme ça, qui parle d'une Nunavik avec quand même un aspect bande dessinée humoristique. Parce que je voulais parler quand même des points positifs, mais aussi, je voulais pas faire de l'angélisme par rapport à ce que j'ai vu dans les communautés inuites. Donc, je
parler du négatif comme du positif. Comme je disais, j'ai fait valider quand même certaines choses que j'avançais avec des gens qui travaillent là-bas, surtout une travailleuse sociale. Et jeudi dernier, j'ai rencontré des étudiants inuits. Donc c'est la première fois que j'avais un retour direct de ma bande dessinée. Puis ils étaient quand même très positifs. À part une personne qui trouvait que j'ai peut-être été pas très tendre avec son village à la fin pour tout. Mais je lui ai dit que c'était un choix. Je lui ai expliqué que je faisais un choix quand même de voir ça un peu comme dans une ligne de scénario. Donc ça finissait comme ça. Mais en général, ils étaient très positifs. Ils étaient d'accord avec ce que... Ils étaient fiers en fait que je m'intéresse tellement à leur culture et que je parle de choses auxquelles on ne parle pas souvent. Bon, c'est vrai qu'il y a plein d'affaires là-dedans qu'on apprend. Parce que tout le monde t'arrive là-bas. Là, puis on en a parlé, hein, la cabane qui donne un fusil, puis c'est encore qu'un autre rentre parce qu'il ne barre pas les portes. Là. C'est des choses vraiment intéressantes. Ben, moi, je peux te poser une question. Là. Oui, oui. Ce qui est intéressant, qu'on dit par le sujet, c'est toi, c'est la première perspective, c'est toi. Fait que tu te mets comme personnage, puis tu t'es plongé dans un univers différent. Fait que tu donnes ton interprétation de ce que tu vois. Mais en même temps, je trouve ça intéressant, tu utilises la fiction quand même pour faire des ponts, parce que il y a des éléments là-dedans que c'est ça, tu es un auteur, puis tu prends du matériel autobiographique, mais en même temps, tu utilises la structure de la fiction pour tout tisser ensemble. Oui, l'autofiction me donnait un certain détachement et puis me permettait aussi de ne pas heurter des gens qui disaient directement. Parce que c'est vrai que je parle de personnes. Donc, est-ce que tu as fait des fois des amalgames de personnes pour. Tu as pris 2-3 personnes, puis Je me suis tu les donné as un cette peu liberté-là aussi. squishés ensemble. Personnage intéressant. Pour côté recherche, je vais revenir, Xavier. Cam, est-ce que vous avez fait un peu de recherche aussi, ou est-ce que c'est très imaginatif ce que vous faites? Ou... Non, mais ça prend quand même un minimum de recherche, ne serait-ce que pour bien dépeindre les lieux. Est-ce que tu as ta carte mentale du Montréal Oui, enneigé? Qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui n'est pas carte, accessible? Et sur un mur dans le tome 1, là, c'est la carte que j'utilise, elle sert de fond. Mais ben, c'est sûr que j'allais prendre des photos au pavillon du lac de Castor, parce que c'est un bâtiment quand même assez complexe à dessiner. Là. Il est tout en angle, puis c'est quand même... ça prend un minimum de références pour dessiner ça. Puis après ça, dans mon cas, c'est pas mal plus technique, là, les machines, les skidoo, les appartements, parce que le reste, bon, c'est vraiment... C'est c'est ça, c'est de la grosse science-fiction, fait que je peux me permettre un peu des écarts de science, même si des fois je me le fais reprocher. Là. Ah oui? Oui. Il y a des gens qui pensent que c'est pertinent de me dire que c'est pas ça un univers nucléaire. Il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, mais les radiations, ça donne le cancer. » J'ai comme... T'en manquait un mot du point. Fait que oui, dans ce sens-là, tout l'aspect science, il faut complètement s'en défaire parce que sinon, tout le récit s'écroule. C'est vraiment dans le non-sens, mais pour tout le reste, il faut que les rues soient à bonne place. Là. Quand je dessine un coin de rue, il faut que ça soit 100% le bon angle dans lequel elle s'en va, puis les adresses, c'est les bonnes adresses. Ça me souvenir, as-tu une date? Oui, ça se passe en 2029. Ouais. C'est vrai ça que tu es une championne de course de motoneige, mais tu ne dis pas à personne. J'ai fait de la motoneige une fois quand j'étais petite, puis j'ai fait 30 pieds, puis j'ai craché le skidoo dans une perte de bois. C'était la fin de ma carrière. Donc les courses effrénées sur les sentiers du Mont-Royal. Non, en vélo. Ouais. Vous aviez ce que quand tu fais de la... Ben non. Tout dans ta tête. Fait que les pentaques sataniques, là, tout ça, là, tu vas pas voir dans le Grand Albert. Là, pour... J'ai pas vu des objets comme ça, bon, ok. Mais sinon, c'est vraiment... Je vous s'avère de la bonne chose, ça, c'est sûr, mais ta recherche, Sinon, c'est vraiment dans le moins l'imaginaire. possible. Avoir plus de fun à faire. Mon seul souci, c'est que personne ne se reconnaisse. C'est pas des mots qui ok, je comprends. existent. Ouais, que tu commences pas à dessiner un ami, puis il se rend compte que, mais zut, le personnage, il ressemble à super gros à telle personne. Ben, c'est ça. Je suis dans la famille, c'est des vrais candus, mais c'est pas... Il n'y a pas un nom qui correspond à quelqu'un, un candu que je connais. Je serais catastrophique d'imaginer que j'ai un nom quelque part
C'est C'est des... connu dans le livre, parce que c'est pas ça du tout. T'as pas un nom qui fait des ramen côtes tout le temps à tout le monde. Puis... Puis quand je fais des blagues de religion à la fin, ben c'est pas de ça que je traite tant que ça. C'est les restants de tradition, manger, remancher, on est ce qui se passe, on continue sans tout savoir. C'est plus ça que j'essaie de jouer avec. C'est pas. Il n'y a aucune critique, donc quand mes grands-parents lisent et qu'ils voient une critique de la religion, ben c'est pas ça que je voulais faire. Mais c'est critique religion, mais c'est aussi, moi, quand on lisait, ça parle aussi beaucoup de l'angoisse de Noël. Comment Noël, pour plein de gens, c'est angoissant, puis c'est stressant, puis c'est tellement une période que tu as le goût que ça soit fini. Là. Est-ce que c'est quelque chose que tu voulais exorciser un petit peu chez toi? Ouais, Je pensais que c'était Noël. c'est aller voir en famille, avec le je vais voir en famille, mais je vais voir ma famille. Uff! Avec le petit côté rocheux. Je les aime, mais je les vois une fois par année. Je les connais pas. Je les connais, je les aime. Oui. Non, c'est bien ça. Attention, on est filmé. Est-ce qu'il y en a qui a une question qui veut lancer un auteur que vous avez eu entre-temps? On est gênés, hein? Non, c'est correct. Moi, c'est parce que je fais ça des fois. Tu sais, comme Xavier, tu as dit que tes grands-parents l'ont lu, ton livre. Oui. Puis, en général, c'est la religion, c'est là-dessus qu'ils ont accroché. Là. Oui, ben c'est. Non, pas le portrait de famille, parce que Ouais, ça c'est aussi, ça. il aurait pu le prendre personnel. C'est comme une nerd de religion. Ok. Fait que. Je suis pas sûr qu'il aurait compris l'histoire. Mais ce qu'il est capable de comprendre, ben, elle rentre dedans. Ok. Donc, Fait que l'humour absurde de François Péruche. c'est pas comme ça que ça marche. La brouette sacrée. Des choses comme ça. C'est des murs. J'essaie de passer par-dessus. C'est quand même pas pire que ta grand-mère a lu ta vie. Oui. C'est bon, ça. Ben, Ariane, justement, est-ce que parce qu'on sent, on devine un peu que c'est un peu issu du vécu de gens autour de toi, possiblement. Oui. Est-ce que ta famille l'a lu? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Ben, mon père, qui est un des premiers. Ben, c'est pas exactement son histoire, mais donc je me suis beaucoup inspirée de ses récits. L'a lu à différentes étapes et puis je pense que j'aurais pas sorti un livre avec lequel il était pas OK. Fait que ça va. Puis ensuite, ben, le reste de. Ben, en fait, je suis contente. C'est comme un livre, peut-être que comme plus de gens qui sont pas des lecteurs ou des lecteurs de bande dessinée dans mes proches. C'est une réalité qu'ils connaissent, donc c'est déjà comme une première. C'est une porte d'entrée. Donc c'est peut-être genre le livre que je ferai de toute ma vie qui va être le plus populaire dans ma famille. Le plus grand? Ben, ça parle de réalités qui les touchent puis qui viennent Oui, les c'est chercher. ça. C'est des puis- choses c'est comme qui sont les leurs. Donc au moins. Puis ta vie à toi était façonnée par ça, dans un sens, là, la vie de plusieurs d'eux et de leurs enfants. Et, ça a été touché par ce qui s'est passé un peu dans ce que tu racontes. C'est quand même un livre un peu sur la filiation, donc ouais. Puis en plus, tu as les plus belles moustaches en bande dessinée. Des coupes de cheveux. Bravo. C'est les shags, les shags super foncés. Conçus. Thème qui s'éloigne un petit peu qui est plus général pour tout le monde un peu. C'est une chose qu'on voit de plus en plus dans la bande dessinée, puis dans l'édition en général, c'est tout la place de l'auto-édition, du sociofinancement, qui s'est passé pour les auteurs de publier des livres en dehors des éditeurs, même des éditeurs plus petits comme la Mauvaise Lettre, par exemple, ou des choses comme ça. Est-ce que vous, c'est quelque chose à laquelle vous avez réfléchi? Avez-vous déjà été tenté par la sirène du Kickstarter pour vraiment aller faire ce que vous voulez exactement comme produit? Est-ce que vous êtes satisfait avec l'édition? Est-ce que vous voyez dans 5 ans? Est-ce que vous voyez ça transformer ou évoluer? Il y en a certains d'entre vous. Ça fait longtemps que certains vous êtes dans le domaine, d'autres c'est plus récent, donc c'est pas les mêmes perspectives non plus. Est-ce que c'est quelque chose qui... Ben, moi, j'ai commencé à l'envers. J'ai commencé avec un webcomic sur lequel que je publiais pas avec un petit espoir de me faire repêcher pour me faire éditer. Mais quand j'ai commencé le vendre carrière, Kickstarter était un petit peu assez balbutiement. C'était pas un modèle qui avait été vraiment prouvé. Puis je pense que c'est encore moins au Québec. Là, il n'y avait pas vraiment d'histoire des grands succès qui avaient été Kickstarter.
Fait que ça m'a jamais tenté. J'avoue que Patreon me tente beaucoup, là. Mais, ça m'a fait découvrir par front froid, puis de fil en aiguille, je suis rendue sur le conseil d'administration. Puis maintenant, c'est moi un peu qui... Je prends un peu le rôle des personnes qui m'ont fait rentrer dans le monde de la BD. Puis je pense que juste ce processus-là, même si c'est du bénévolat, ça vaut plus qu'un Kickstarter. T'sais, pour l'expérience, je pense que j'ai eu plus d'opportunités en restant petit, puis en ayant voir des éditeurs en personne, que si j'avais fait un Kickstarter tout seul dans mon coin. Anonyme, sans... Puis j'avais ramassé l'argent, puis j'avais publié tout seul. T'sais. Fait que l'expérience humaine est, je pense, plus valable, en tout cas dans mon cas, qu'une campagne de financement l'aurait été. Surtout quand tu commences, puis Ouais. tu veux percer dans le... Maintenant, peut-être, ce serait plus facile pour toi de dire... Il y a plus de gens qui t'écoutent dans un sens maintenant, que si tu faisais... Ben, le webcomic m'a permis de me faire un lectorat avant de sortir un livre. Ce qui est quand même pas rien. C'est des gens qui viennent te voir en festival, qui te connaissent, puis qui veulent acheter le livre, puis qui attendaient ou pas la sortie du livre. Fait que, dans un sens, c'est comme un peu un Kickstarter, mais de fans. Fait que moi, au lieu de ramasser de l'argent, je ramassais des fans. Fait que l'argent est rentré après. Ah, ben oui. Sinon, Michel, toi, c'est quelque chose qui... La première publication que j'ai faite, c'était une auto-édition. J'écoutais, en fait, on avait abordé ce sujet à la précédente table ronde. Je trouvais que les réponses étaient intéressantes parce que finalement, ce que j'ai retenu, c'est liberté de l'auto-édition, mais la contrepartie, c'est l'énorme travail. Et c'est sûr qu'avoir un éditeur quand même qui s'occupe, et le distributeur qui s'occupe de tout ça après, nous, on peut se concentrer vraiment sur faire le livre, c'est quand même... C'est un beau grand privilège si on est obligé de faire autre chose que de la bande dessinée pour ce livre. Puis d'un point de vue très bibliothèque aussi, c'est très difficile pour les bibliothèques d'avoir des livres qui sont sous-financés ou qui sont, surtout au Québec, là, avec toutes nos contraintes de structure. On doit passer par les éditeurs, par les distributeurs, les bibliothèques, tout ça. Donc, les trucs qui passent dans... C'est une problématique, il faut qu'on réfléchisse. Puis de plus en plus d'auteurs nous parlent de ça, justement, de comment faire entrer leur œuvre dans les bibliothèques, alors que la machine ne permet pas vraiment. Toi, Ariane, est-ce que tu as réfléchi à la chose? Je considérerais pas faire J'ai fait du fanzine, j'ai beaucoup aimé ça, mais comme l'éditeur, ça pas juste avec une structure qui diffuse ton livre, c'est juste quelqu'un avec qui travailler, puis faire des meilleurs livres. Donc, je trouve que l'auto-édition est quelque chose de vraiment instructif, puis c'est... puis peut-être à d'autres occasions, ça peut se refaire pour des petits projets ou quelque chose un peu plus... mais pour quelque chose de longue haleine, je trouve que c'est comme tout un... Ça se prête bien à une forme courte, mais 150 pages en 3 ans de travail à porter tout seul. Ben, il y en a qui le font, mais moi, j'aime pouvoir compter sur comme d'autres personnes aussi. Mais juste entre autres pour le feedback, là, parce que sinon, tourner dans son propre jus pendant vraiment longtemps, ça donne peut-être pas toujours comme les meilleurs résultats. David, tu as commencé en ligne aussi, c'est ça? Non, mais en ligne, oui. J'ai fait mes petits zines, j'ai mis des trucs en ligne. Toi aussi, c'est une progression naturelle. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas un gros plan. Un flowchart que tu as préparé. Là. Je suis pas mal chanceux d'avoir un livre sur la table, là, Ouais. parce que ça se fait pas mal tout seul. Je suis pas mal chanceux d'avoir des fous comme Pierre. Ils Ben, ça sont contents que je fasse plus de pages. Mais ça revient à ce que tu disais, d'avoir des gens qui... Du mentorat, finalement, des gens qui ont vécu ce que tu as vécu, puis qui tirent ensuite qui tirent des gens avec eux. Alors, ça peut être un moment de la fin, alors je vais poser la question qui tue. Excuse-moi. Non, tu m'as demandé parce que je suis seul qu'on a fait un Indiegogo. Là. Ah! Fait que- Parle-nous de l'expérience. Ben, bon, tu vois, Louis, son livre, on voulait faire ça pour ramasser de l'argent parce que nous autres, on est comme la logique du Canadien, on est entre les deux. Tu sais. Fait qu'on n'a pas on peut pas avoir des gros tirages, sinon on va devenir pauvre et on va de sa rue. Fait que parce que dans le fond, Trip, on est deux, puis on est des auteurs, on a une production, mais on aime tellement ça faire des livres qu'on publie d'autres personnes. Fait que, mais on prend ça au sérieux. Mais c'est ça, on a fait un Indiegogo l'année passée, qu'on a commencé ça, et c'est terminé à la fin du Festival de BD Montréal. C'est j'allais dire une crise de job, tu sais.
J'étais en train pour TCAF l'année passée, puis j'ai écrit 4 heures des messages personnalisés à tous les gens que je connais. Tu sais. Pour qu'ils contribuent, pour qu'ils participent. Ouais, parce que tu peux pas comme envoyer un message de hey, général, s'il vous plaît, donnez de l'argent, il faut que tu sais. C'est beaucoup de travail. Tu réussis à avoir de l'argent, mais des fois, je me dis, je ferais une couple de contrats de photos, puis je ramasserais autant d'argent. Mais en même temps, il faut aimer ça, il faut être passionné. Mais ça nous a donné, je pense qu'on a ramassé 5 000. C'est pas pire, mais pour nous autres, c'est énorme. Là. Pour la quantité de travail que tu as mis, est-ce que tu trouves que c'est... Oh, ben là, si tu pourrais parler de la bande dessinée en général. Bon point. Ça se calcule pas. Bon point, je retire ma question. Non, mais tu sais, c'est de la passion, puis c'est de la joie. Fait que puis il y a des gens qui sont très malheureux, qui ont plein d'argent. Moi, j'en ai moyennement, puis je suis très heureux de faire de la vie. C'est beau. La question qui tue pour ma dernière question, qu'est-ce qui s'en vient? Vous, créateurs et créatrices, c'est quoi le projet ou les projets? Est-ce qu'on a des scoops ici qu'on peut apprendre ce soir? Ou des choses que tout le monde sait déjà, puis je suis très mal renseigné? Est-ce que vous aviez? Ben, cette année, je m'occupe de mon bébé. Ok. Fait qu'on va rééditer les 2 recueils de gags Ah. qu'on avait publiés chez Colos. Ok. Encore à la Modestin aussi? Ou... À la mauvaise tête. Ok. Un gros livre. Croustillant. Plein Poutine. Ça devrait être ça. Univers nucléaire 3? Oui, plus maintenant. Oui, il y a de fortes chances. Dans le futur, je vais continuer à travailler comme coloriste pour Michel Falardeau. Ben, pas pour, j'aimerais dire avec. Parce que c'est vraiment une belle expérience. Je fais un autre petit projet de couleur pour Lunac. Puis, ça va être un peu un copier-coller de l'année 2016, moins la production de l'hiver 2. Je vais rentrer en écriture. Puis, comme officieusement, j'aurais trouvé un éditeur en anglais pour l'hiver nucléaire. Mais c'est ça, c'est officieux. C'est encore officiel. Ah! Un indice? Non. Vous l'aurez entendu à moitié en premier ici. Ouais, là, j'aime pas ça faire des commitments. Non, mais c'est pas signalisé tout ça. Quand t'es superstitieux, ça peut On va pas faire Non, patater je suis vraiment l'affaire. On superstitieuse. veut Genre, pas... si les chaises étaient en bois, là, je toucherais. On sera heureux pour toi quand on sera confiant. Ariane? Ben, si on se fie, je sais pas, à mon historique Google de recherche, je pense que c'est les vaisseaux spatials, les coraux, puis... Les coraux? les coraux, ouais, puis les trous de verre, puis ce genre de choses. Fait que c'est un truc de science-fiction. Oh, Dieu, la bête est... J'aime. C'est le moment de féliciter. Oui, ben, il y a assez peu de... Ça commence à apparaître dans la science-fiction au Québec. Là. Merci François. Mais il y en a de plus en plus. J'étais content. J'ai acheté Titan en preview à TCAF en fin de semaine. J'ai hâte de le lire. Puis Louis II, qu'est-ce qui se passe? Ben, là, il est en train de travailler sur, je pense, c'est 6 ou 7 récits, mais plus courts, mais tout dans cette époque-là. À l'époque du premier ouais, emploi. Là. Parce qu'il y a des choses, il parlait, il disait que des fois, des femmes sont faites kidnapper, puis ils sont sauvés. Puis il y a une histoire, c'est une femme, comment elle a réussi à survivre par elle-même. Il dit qu'à un moment donné, elle a trouvé un canot, il y avait un trou dedans, elle a tout réussi à le patcher. Fait que c'est des histoires incroyables, mais toutes vraies. Ah. Puis en même temps, ça vient, je pense qu'aussi, ça l'a boosté faire ce livre-là, parce que c'est ça qu'il m'a dit, il a publié dans Mainmise une bande dessinée, fait que ça dit un petit peu qu'il y a une longue carrière, là. Fait que, en faisant ça, ça l'a boosté, puis ces nouvelles planches sont super belles, on dirait qu'ils montent, tu sais. C'est drôle, il y a 65, là, mais il continue, puis il évolue, puis son dessin est encore plus beau. Ah, ouais. Fait que je trouve ça le fun. Puis C'est vous qui allez l'éditer? Ou... Ben, on s'est dit mutuellement qu'on était très fidèles. Ah. Fait que ça veut tout dire, tu sais. Parfait. Michel, très rapidement, je m'excuse. Je disais au début, j'aime les trucs plus expérimentaux, je prépare une exposition. Donc c'est un peu, je m'éloigne un peu de la bande dessinée. Pour y revenir, l'énergie. Alors, on a le temps pour 3 questions du public. C'est très arbitraire. Ça passe, c'est des cours de questions, on a peut-être en plus. Les 45. Est-ce qu'il y a des questions? C'est une question. Non. Vu ton rapport, ta relation intéressante avec Noël, j'ai hâte de voir ce que tu vas faire maintenant que tu as un bébé. Ah! Oh. Qui va venir de la garderie avec des dessins de Noël. Prends plein de notes. Le 501e Cadieux.
nucléaire. Colin, pourquoi je m'embarque? Mais ce qui est fort dans le grand nucléaire, oui, c'est un récit de science-fiction avec un personnage féminin important. Déjà là, ça sort de l'ordinaire, on s'entend. Mais il y a aussi toute l'atmosphère de Montréal qui est présente, oui, par le paysage, mais aussi par le langage. Comment tu vois? Ça fait des nœuds dans ta tête? Ben, le 1, il est déjà traduit en ligne. Quand j'ai fait le webcomic, je l'ai sorti simultanément en anglais puis en français, puis c'est moi qui ai fait la traduction. Puis oui, c'est un peu de crève-cœur parce qu'on perd beaucoup de la régionalité, bon, du langage. Puis pour moi, c'est super important. Mais il n'y a rien à faire. Puis je peux pas changer le. C'est un langage familier, mais ça peut pas être. Il n'y a pas l'équivalent du joual en anglais parce que le slang est automatiquement lié à une ville ou à une région. Puis tu peux pas mettre des expressions de New York pour que ça fasse tuer. Mais je peux enlever mon chapeau d'animateur et mon chapeau de spectateur. Les Anglo-Montréalais ont un anglais qui est très spécifique, très particulier. Puis je pense que ça, on peut aller chercher ça. Il y a des recherches qui montrent qu'ils ne parlent pas le même anglais La qu'à version Toronto. anglaise d'Angleterre est une version traduite. C'est pas les personnages ne parlent pas anglais. C'est ça. C'est comme ça que je vois ça, moi. C'est une traduction. C'est pour ça que les noms de rue, les noms de magasins, les affiches, puis tout ce qui n'est pas dans une bulle n'est pas traduit et je refuse de le traduire. Parce que pour moi, c'est une traduction. C'est comme si on écoutait un film avec les sous-titres. T'sais. Fait que moi, Flavie n'est pas une anglophone dans l'hiver nucléaire. C'est juste que c'est la contrainte du langage. Ouais. Autre question? Vous voyez, 3, ça a été assez. Merci beaucoup pour votre participation. Merci Bétac Favreau pour nous avoir accueillis. Un applaudissement pour nos auteurs. Merci, mon secteur. Oui, c'est vrai.